Commençons par parler de politique. Vous ne voyez pas qu'en Afrique, il y a trop de vieux présidents. Mais monsieur... Je veux voir mes enfants. Non. Je veux voir mes enfants. Ne pleurez pas, Longuel. Tant que nous utiliserons le franc CFA, nous ne serons pas véritablement indépendants. Cette monnaie est une chaîne invisible qui perpétue la domination coloniale sous une autre forme. Il est temps pour l'Afrique de rompre avec cet héritage et de reprendre en main son destin économique. Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso. Ce billet que vous voyez à l'écran est un billet émis par la Banque centrale du Zimbabwe au plus fort de la crise économique de 2008 à 2009. Et non, vous ne rêvez pas. Il est bien écrit 10 trillion sur ce billet. Les amis, on parle bien de 10 000 milliards. Donc, si à ce moment vous avez détenu un seul de ces billets, tout ce qu'on peut vous dire, c'est félicitations, tu es milliardaire en dollars. Du Zimbabwe. Et c'est bien là tout le problème. Voyons pourquoi. Lui, c'est Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe. Bien qu'il ait mal fini, il est très connu de la sphère panafricaine. Parce qu'après le 40 ans de règne, il a fait ce que bien le panafricain rêve faire. Il a rendu sa souveraineté au pays, récupéré les terres aux colons, nationalisé les entreprises, et le meilleur pour la fin, il a rendu tout son peuple milliardaire. Mais ce fut leur pire cauchemar. Il y a la situation d'un pays qui s'enfonce. Le Zimbabwe, autrefois appelé Rhodésie, est indépendant depuis 1980. L'inflation a dépassé au Zimbabwe les 80 milliards de pourcents. La production est en chute libre. Le pays, autrefois exportateur, connaît désormais la faim. Et avec vos 50 milliards de dollars, eh bien, vous pouviez acheter un œuf, pas beaucoup. D'interminables files d'attente pour tenter d'acheter quelques kilos de maïs ou de sucre. Scène de la vie quotidienne à Harare. Ceux qui avaient encore quelques coupures ont pu les échanger au cours impressionnant de 1 dollar américain contre 35 millions de milliards de dollars zimbabwéens. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que vous êtes sûrement intéressé par les sujets qui concernent l'Afrique. Et c'est parfait, vous êtes à la bonne place. Ici, nous parlerons des sujets qui concernent l'économie africaine, la technologie, la science du continent africain et le plus important, vu par la jeunesse africaine. Donc, n'hésitez pas à soutenir cette jeune initiative. Notre objectif symbolique, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, un like. Et sur ce, retournons à la vidéo. Merci. Tu te demandes sûrement, c'est quoi le rapport entre le dollar du Zimbabwe et le franc CFA? Bon, je vais te le dire tout de suite, même si ça va niquer mon watch time. Si la sortie du franc CFA de nos pays est mal gérée, ce qui est arrivé au Zimbabwe pourrait très bien arriver dans nos pays. Mais je te vois toi là, la faux pessimiste, qui pense que les problèmes d'inflation, de gestion monétaire ne concernent que les pays africains. Rapproche-toi, je vais te dire quelque chose. Je m'assois pour vous donner les chiffres exacts. Parce qu'on vous connaît avec vos commentaires du bas là. En Allemagne, dans les années 1923, pour payer les dommages de l'après-guerre, l'inflation a atteint en Allemagne plus de 30 000% en un an. Les gens se baladaient littéralement avec des brouettes de billets pour acheter du pain. En Argentine, dans les années 1990, l'inflation a dépassé les 30 000% en un an. Et la Turquie, tout récemment, en 2022, a perdu le contrôle de sa monnaie et s'est retrouvée avec une inflation de plus de 90% en un an. Les prix ont littéralement doublé en un an. Et aux dernières nouvelles, ces trois pays ne sont pas en Afrique. Après, ça reste à vérifier. Bon, maintenant que l'afro pessimiste est calmée, revenons au sujet principal de la vidéo. C'est quoi le point commun de la défaillance économique entre l'Allemagne, le Zimbabwe, l'Argentine, la Turquie et nos pays africains? À votre avis, c'est quoi? La bière. Non, c'est la politique monétaire. Et dans politique monétaire, on a quoi? Il y a politique et il y a monnaie. Bon, commençons par parler de politique. Vous ne voyez pas qu'en Afrique, il y a trop de vieux présidents. Mais monsieur! Vous savez quoi, les amis? L'histoire de politique là, on va parler de monnaie. C'est d'abord ça le thème de la vidéo. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants. Non. Je veux voir mes enfants grandir. Ne pleurez pas, Longuel. Donc,
Continuons. C'est quoi la monnaie? La monnaie n'est rien d'autre que la matérialisation de la confiance. Pourquoi je dis ça? Imaginons que je fabrique ce verre. Ce verre, désolé, ma magie ne marchait pas. Et que je veux le vendre. Comment ça se passe? Et surtout, comment tu me payes? Pendant très longtemps, le moyen le plus utilisé, c'était le troc. Le principe était simple. Il fallait trouver deux personnes qui s'entendent sur deux objets de valeur similaire. Sauf que ça posait deux grands problèmes. Le premier problème, c'est que, imagine que toi, tu es intéressé par mon verre. Mais ce n'était pas sûr que toi, tu aies un objet qui corresponde à mes attentes ou un objet que moi, je veux. Donc, c'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'était sur comment on faisait pour mesurer de façon exacte la valeur des choses. Parce que, comment être sûr que ce verre que j'ai dans cette main vaut autant que ce sel ou cet œuf ou ce plat, ou cette manette de Xbox, ou ce 4x4 Grand Vitara. Les gars, soyez sérieux, je n'allais pas faire apparaître une voiture dans mon salon. Comme moi, vous voyez donc que ce système n'était pas un système viable. C'est pour ça donc au fur et à mesure de l'évolution, l'homme a voulu remplacer le troc et il a fait par la monnaie. Sauf que là, il y a un hic. Entre le moment où moi, je te donne mon verre. Et en échange, toi, tu me donnes un bout de papier me garantissant que je puisse aller trouver ailleurs un objet de valeur équivalente. Pendant ce laps de temps, si on regarde de plus près, toi, tu as l'objet que moi, j'ai fabriqué. Mais moi, en retour, je n'ai qu'un bout de papier. Et tout ce qui fait la valeur de ce papier, ce n'est pas le chiffre qui est écrit dessus, mais c'est la confiance qu'on y accorde. C'est donc pourquoi dans la prochaine partie, nous verrons comment la confiance est un levier de la monnaie. Et pour comprendre ça, pas besoin de faire Harvard ou HEC. On va prendre un exemple tout simple. Moi, je suis un vendeur de verre, comme j'ai dit précédemment. Toi, tu viens m'acheter mon verre et en échange, tu me donnes un billet de la monnaie. Et moi, je suis intéressé par des plats. Lorsque moi, je m'en vais voir le vendeur de plats et que je lui dis, j'ai besoin de plats, voici mon billet, ma monnaie. Et il me dit non, je n'accepte pas le billet que tu m'as donné là. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez revenir me voir une deuxième fois pour réavoir mes verres? La première des choses, soit je vais vous envoyer aller vous faire cuire un œuf, soit je vais vous demander de me donner une monnaie, un objet, un bien dont la valeur est reconnue par le vendeur de plats. Bon, il y a une troisième option, mais ça, je garde ça pour les intimes et tout. Si vous êtes abonné à la chaîne, il y a moyen de s'arranger. Mais bon, passons. Et cet exemple, un peu simple, je vous l'accorde, explique largement comment fonctionne le marché économique international. Sur cette planète, nous sommes à peu près 180 pays reconnus par l'ONU. Et on a à peu près 140 monnaies dans le monde entier. Sauf que on constate qu'entre 80 et 90% du commerce international se font rien qu'avec 3 monnaies. La première monnaie, le dollar américain, avec plus de 50%. L'euro, avec plus de 20%. Le yuan, entre 5 et 10%. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que avec 140 monnaies sur la scène internationale, on n'utilise que 3 monnaies principalement pour le commerce international? Et vous l'avez deviné, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une question de confiance. Pourquoi? On a parlé du marchand de verre, on a parlé du marchand de plats. En remplaçant ça par des biens qu'on utilise tous les jours au quotidien. Des voitures, des vélos, des médicaments, des savons, et j'en passe. Lorsque moi je produis mon savon, lorsque moi je produis ma voiture, lorsque moi je produis mes médicaments et que toi tu veux l'acheter, je suis d'accord pour te le vendre, mais j'ai juste un problème. Est-ce que moi, dans ton pays, je viendrai trouver pour une valeur équivalente des choses qui m'intéressent aussi? Donc moi, le Japon qui fabrique les voitures, si moi je te vends mes voitures à toi, n'importe quel pays, est-ce que moi chez toi, je viendrai trouver des produits qui m'intéressent que je pourrai acheter en retour? Et malheureusement, en Afrique, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des balances commerciales déficitaires. Ça vient exactement de là. C'est qu'on achète plus qu'on ne vend. Et ça pose un gros problème lorsque tu as ta propre monnaie et que tu n'as pas assez de devises internationales. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il te dit, est-ce que tu as assez de produits chez toi pour que je puisse trouver l'équivalent de mes voitures? Et que tu dises non. Il te dit, ok, pas de souci. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas me payer en dollars, une monnaie à laquelle j'ai confiance. Parce que moi, je sais qu'avec ces dollars-là, je pourrais soit retourner aux États-Unis, soit aller voir d'autres pays pour avoir des produits de valeur équivalente à ce que je te vends. Donc, ça veut dire le nez de la guerre, le cœur du combat n'est pas en Afrique la monnaie. Non, le nez de la guerre, c'est la structure de l'économie de nos pays. Pourquoi? Parce que si
dans un pays, 80% des biens consommés sont achetés à l'extérieur et que ta monnaie, t'inquiète pas, les autres pays avant toi ont créé des monnaies, donc c'est pas ta monnaie qu'on va accepter comme ça sur le marché international, et que ta monnaie n'est pas un instrument d'échange sur le marché international, tu te retrouves coincé. Exactement comme au Zimbabwe, si vous vous rappelez au début. Vous pouvez imprimer des milliers et des milliers de milliards. Ça ne marche que si vous l'utilisez dans votre pays, parce que c'est votre monnaie. Mais si pour le pain que vous consommez le matin, vous avez besoin d'importer le blé, l'importateur russe, ukrainien, français, tout ça, va pas accepter le dollar zimbabwéen. Encore moins votre monnaie. On vous demander des devises internationales. Et je vois beaucoup dire, non, on a les matières premières et tout ça. Une économie mondiale se base pas sur les matières premières. Soit il faut en avoir beaucoup et avoir une petite population, comme en Arabie Saoudite, au Qatar, qui vendent énormément de pétrole. Soit il y a un problème. Dans une voiture de 30 000 euros, les études montrent que l'apport en matière première de toute la voiture, on parle du métal, du cuivre, je sais pas moi quoi, énergie, tout, c'est à peu près 5 000 euros. Donc il y a un gap de 25 000 euros. Si vous voulez, vous pensez que vous pouvez juste avoir vos matières premières, acheter tout ce que vous voulez. Et c'est le piège dans lequel beaucoup de pays africains tombent. Donc, je dis tout ça, pas pour dire qu'il faut rester dans le franc CFA, mais parce que Machiavel disait, faut être proche de ses amis et encore plus proche de ses ennemis. Et Sun Tzu disait, faut connaître son ennemi mieux que soi-même. C'est pourquoi dans la partie suivante, nous verrons les avantages du franc CFA. Et restez bien là, vous serez surpris par ces avantages. Qu'on soit clair tout de suite. Pour moi, il n'est pas du tout question que les pays africains continuent d'utiliser le franc CFA. Mais il y a des constats à faire, des nuits d'émotions qui sont clairs. Lorsqu'on observe l'économie et l'évolution des différents pays africains, on se rend bien compte que la monnaie, notamment le franc CFA, n'est pas le facteur prédominant dans l'évolution économique d'un pays. Ce qu'il faut savoir du franc CFA, c'est qu'à la base, lorsqu'il a été conçu, il n'a pas été conçu en pensant spécialement au développement économique des pays africains, mais contrairement à ce qu'on pense, il n'a pas aussi été conçu pour la pauvreté des pays africains. Il a été conçu pour maintenir une certaine stabilité. Qui dit stabilité dit peut-être peu de croissance, mais dit aussi peu de décroissance. Et c'est ça qui intéresse les pays de la zone euro, notamment la France. Donc, paradoxalement, le fait que les pays africains ne puissent pas imprimer leur propre monnaie à leur guise fait partie des avantages qu'offre cette monnaie aujourd'hui. Pourquoi? Le franc CFA est une parité fixe avec l'euro, adossé à la Banque centrale de France, plus largement à la BCE, la Banque centrale des États de l'Union européenne, fait en sorte que même si nos dirigeants, les bons et les moins bons, pour rester poli, le voulaient, ils ne pourraient pas imprimer autant de billets qu'ils veulent, comme ce qui a été fait au Zimbabwe. Et logiquement, ça fait en sorte que dans les pays qui utilisent le franc CFA, on a une inflation qui est plutôt basse comparée aux autres pays. Pour conclure, le constat peut être amer, mais il est vrai. L'on observe que dans les 10 premières économies du continent africain, on retrouve un pays qui utilise le franc CFA, à savoir la Côte d'Ivoire. Et dans les 10 plus mauvaises économies du continent africain, on retrouve un autre pays qui utilise aussi le franc CFA, à savoir le Niger. Comment on comprend que deux pays qui utilisent la même monnaie, supposée être une monnaie qui tire les Africains vers le bas, se retrouvent avec un si grand écart? C'est donc là que réside le secret derrière le franc CFA. Le franc CFA n'est ni bon ni mauvais, car ce qui fait la force économique d'un pays, au vu de tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas la monnaie que ce pays utilise. On aura beau utiliser une monnaie qui s'appelle l'éco, le franc CFA, l'euro, le dollar, ce que vous voulez. Ce qui fera toujours la puissance économique d'un pays, c'est comment est-ce qu'elle structure son économie. Je vais dire quoi par là? C'est qu'est-ce qu'elle fait des recettes qu'elle gagne. Les investit-elle dans le développement de son pays, dans la formation adéquate des jeunes, dans le développement des infrastructures de base, à savoir l'électricité, l'eau, l'internet, ou se retrouve-t-il dans les poches de personnes particulières, pour rester poli? Donc moi je pense que en tant que panafricain, notre priorité ne devrait pas être orientée sur comment sortir du franc CFA, mais sur d'abord et avant tout comment améliorer la qualité de nos gouvernances. Et à travers ça, le reste viendra tout seul. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.